Bonjour et bon réveil. Vous regardez CCTV et votre magazine Kiosque, c'est le dernier numéro de cette émission de la semaine qui va revenir sur les grands titres d'actualité. L'occasion nous sera également donnée de revenir sur l'actualité au début de la semaine parce que déjà on annonce pour très prochainement la reprise de son safari. Moïse Katumbi Tchapoué, le président d'ensemble qui venait de totaliser 2 ans, jour pour jour, depuis qu'il avait quitté l'exil pour le retour au pays en faveur de la prise de pouvoir du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. 20 mai, c'était hier, c'était une sorte de triple commémoration. Moïse Katumbi, tout comme 20 mai, le président Tshisekedi nommé à l'époque Ilunga Ilukamba à Premier ministre. 20 mai, on parlera peut-être aussi du mouvement populaire de la Révolution. On en a suffisamment parlé hier dans cette émission. Félix qui voudrait révisiter certains contrats miniers, on en parle. Est-ce qu'il faudrait-il commencer pour enrayer l'insécurité, délocaliser tous ces exploitants artisanaux au niveau de nos sites et carrés miniers? On en parle tout à l'heure. 15 juin, c'est dans quelques jours pour la clôture de la session de mars, la session ordinaire à l'Assemblée nationale. Les réformes se font attendre. Il y a 2-3 semaines, on parlait de cette alerte du député élu de Louise Adélis et Sandra Impung. Aujourd'hui, il y a des questions. Est-ce qu'on aura ces bureaux de la CENI avant la clôture de la session? Est-ce qu'on aura la loi électorale avec la proposition du groupe des 15 avant cette session? Ou bien il faudrait attendre une session extraordinaire? Ou peut-être encore la session de septembre qui est essentiellement budgétaire. On en parle tout à l'heure avec Moïse Moussangana. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous rentrez fraîchement de votre voyage de Goma? Oui. Pas pour accompagner le gouverneur militaire, mais peut-être... Non, écoute, je suis un Congolais, je peux aller partout. Bah, écoute, ma présence à Goma coïncidait avec l'arrivée du gouverneur militaire. J'en ai profité aussi pour prendre un peu la température à Goma, voir comment les choses se passent, comment les gens accueillent la décision de l'état des sièges et qu'en sort. Mais il faut dire que les impressions sont positives. Hein. Les gens veulent vraiment que cette fois-ci, on voit qu'il y a une volonté politique et il faut qu'on y aille pour essayer un peu d'éradiquer. Qu'est-ce qui a changé, vous qui venez de Goma, à part peut-être la nomination de gouverneur militaire, vice-gouverneur policier? Qu'est-ce qui a changé peut-être dans la pratique? Qu'est-ce qui a changé peut-être dans... Vous n'étiez pas dans la ligne de fond sur le plan d'opération sur le terrain? Non, mais à ma connaissance... les opérations n'ont pas encore commencé. Je crois que le gouverneur militaire devait voir un peu la température, tâter un peu le terrain. Il semble qu'il est plus dans la mobilisation des recettes que... Non. Je crois qu'il a dans une déclaration dit que n'attendez pas de lui qu'il soit venu ici pour remettre les routes en état pour ceci. Il a une mission. Et une mission qui doit réussir. Ben, vous savez, il est là, il est aussi à la tête d'une administration et il doit tâter le pouls, savoir comment les choses vont se passer. Comme ça. Donc, je suis à l'heure actuelle, il est en train de prendre un peu la température, échanger un peu avec des gens par-ci par-là. Mais ça fait déjà 2 semaines qu'ils sont là. Hein? Oui, mais je crois qu'il ne faut pas confondre la vitesse avec la précipitation. Ça, c'est ça, Maloukonde. Donc, je crois qu'il faut... Mais dans une province où tout est priorité, alors il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de précipitation. Oui, je crois que entre-temps, il y a aussi les services des renseignements qui sont en train de faire un grand travail, hein, parce que ça, il faut le dire, parce que ça donne l'impression que rien ne s'est fait. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que tout est cartographié, il me semble, tout est cartographié. Les positions de différents bandits qui sont dans le Nord Kivu, et comme ça, je crois que le temps venu, on ne dit jamais, les militaires ne disent jamais quand est-ce qu'ils vont attaquer, mais ils vont attaquer par surprise. Mais je crois qu'il y a une certaine synergie avec la MONUSCO qui est mise en place. Et je crois que ça pourrait produire des résultats. Je vais revenir à vous parce qu'on va parler de l'état des sièges. Vous qui venez fraîchement de Goma, comment ça s'est passé sur place? Deuxième invité, Gabi Kuba Bekanga. Il est notre confrère, mais aussi c'est notre président. Il ne vient plus à cette émission. Comprenez qu'il est souvent sollicité ailleurs pour des questions de la coopération. Président, bonjour.
Bonjour Serge, merci d'avoir donné cet éclairage. Je n'ai pas changé de métier, je suis toujours journaliste. D'ailleurs, c'est l'une des conditions pour être membre au bureau exécutif de l'Union nationale de la presse du Congo. Il faut être un journaliste actif et produire. Donc là-bas, c'est une ASBEL. Je ne vis pas du traitement de l'Union nationale de la presse du Congo parce que le président n'est pas payé. Je vis de ma production journalistique. Donc, merci. J'ai été interpellé par beaucoup de téléspectateurs et d'auditeurs qui suivent souvent Jeudi Éco, parce que je suis chroniqueur économique. Et j'ai reçu également les appels de Doudou Montiri qui m'a demandé de revenir sur le plateau. Donc je n'ai pas changé de métier, je n'ai pas non plus abandonné ce que je faisais. Donc notre chronique de Jeudi Éco reste valable. D'ailleurs, vous avez vu l'article que j'ai publié ce matin sur Ouragan FM. Donc c'est toujours dans ces cadres-là que je vais continuer. Ah, vous écrivez aussi, mais oui, bien sûr. Donc, mais qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Non, vous êtes déjà président. Il y a même un cousin qui m'a dit, tu peux pas me recommander auprès de votre président? Non, le président de l'UNPC n'est pas le président d'une institution de la République. Donc, il est journaliste à part entière comme vous. D'ailleurs, les amis sont souvent même des confrères. Pourquoi les gens se battent pour être président? Les journalistes sont souvent surpris de me voir aussi en train d'effectuer des reportages, des missions de service. Parce que c'est une situation inédite. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'Union, on n'a jamais eu un président reporter. Les gens étaient habitués. Toutou, qui a fait longtemps, était DG de Télésaï, Kassonga Chilunda était éditeur, tel était directeur. Donc moi, je suis reporter. Et ça ne change rien dans ma situation. Donc je vais continuer à faire mon travail. Vous sortez vraiment des entrailles des reporters que nous sommes. Voilà. Donc je ne perds jamais ce réflexe-là. Et je dois continuer à faire le travail. Que les gens soient calmes. Donc le public, je vous garantis déjà que Jeudi Éco va reprendre, donc je serai toujours avec vous, sauf un cas d'indisponibilité qui pourra m'empêcher pour que je ne sois pas dans tel ou tel numéro. Bon, merci beaucoup. Alors, on va rester dans ce que le confrère Moïse l'a dit tout à l'heure sur l'état des sièges dans les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Moi, c'est mon point de vue. J'aimerais que nous puissions partager ce point de vue, donner des avis, objectifs d'ailleurs. Dans cette question d'état des sièges, j'estime humblement qu'on devrait commencer à chasser tous ceux qui sont dans des carrés miniers et qui font l'exploitation artisanale un peu de manière anarchique. Oui, cette question a été abordée déjà à l'époque du président Kabila, parce que lorsque vous regardez la cartographie des mouvements armés, c'est dommage que je ne sois pas venu avec ces documents ici, mais prochainement je vais vous le présenter. C'est un document qui a été fait par le groupe d'études sur le Congo avec un groupe d'experts belges qui est sorti, mais malheureusement qui échappe pratiquement à toutes les institutions de la République. Je ne sais pas si c'est une erreur d'inattention de la part des Congolais ou bien les gens, il y a un désintéressement. Regardez les fonctionnements des groupes armés à partir de l'ex-province orientale jusqu'au Nord Katanga. Vous allez voir que les groupes armés, là où ils sont très actifs, c'est là où il y a des carrés miniers. Et rappelez-vous, Bissier, à un certain moment, Bissier, c'est une carrière de cassiterite et de coltan situé dans le territoire de Walikale, a été l'épicentre de la guerre au Nord Kivu. Pourquoi? Parce que les groupes Sheka, les Maïmaï Sheka et puis tous les autres là s'approvisionnaient. Il y a des acheteurs qui décollent des pays voisins, comme on est dans un état presque où on ne contrôle pas la plupart de nos territoires. Les avions décollent de l'Ouganda, du Rwanda, du Kenya et atterrissent, ils viennent s'approvisionner là-bas. Mais on ne contrôle pas ces gens-là. Parce que ce que tu dis là, c'est vraiment vrai. Hein? Oui, c'est vrai. J'avais déjà effectué plusieurs visites dans ces coins. Et je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, il existe des rapports, même au ministère des Mines. Si vous allez dans les archives, vous allez trouver que les miliciens ont été souvent très actifs dans les zones minières. Pourquoi? Parce que l'exploitation minière leur permettait de s'approvisionner en armes et munitions. Et la guerre, c'est aussi... Alors, il faut supprimer cette exploitation artisanale. Non. Joseph Kabila a osé, avec la loi de Franck, lorsqu'il avait interdit l'exploitation minière artisanale à l'époque,
en 2010 avec la loi Dodd-Frank qui a été votée par les Sénats américains et il y a eu des conséquences néfastes sur l'économie et sur les fonctionnements. Mais n'assimilons pas non plus tout ce qui font l'exploitation artisanale, l'exploitation minière artisanale aux groupes armés. Sauf que les groupes armés ont trouvé des points d'ancrage et des points d'appui dans l'exploitation minière pour faire le business du sang. Alors sur ces points, on ne peut pas supprimer l'exploitation minière artisanale. Ce qu'il faudra faire, il faudra chasser les bandes des armées, les groupes armés, couper leurs sources d'approvisionnement dans l'exploitation minière en ces moments-là et laisser identifier les vrais creuseurs et je crois qu'avec l'état des sièges, l'encadrement de ces creuseurs-là à travers le SESCAM SAIMAP actuellement, qui est un service du ministère des Mines, et tous les services de l'État, et vous allez voir que ça va rapporter à l'État. Parce que pour l'instant, parce qu'il n'y a pas d'industrie, prenons le cas de l'ex-province orientale, vous n'avez qu'une seule compagnie minière, qui est Kibali Gold Mine, qui est dans l'exploitation aurifère. Notre société publique, la Sokimo, est devenue presque l'ombre d'elle-même. Elle n'existe presque, elle est moribonde. 94 mois d'arrêt de salaire. Non, c'est 95 maintenant. Voilà, 95. On est au mois de mai, ça fait 95. Merci. Voilà, 95 mois d'arrêt de salaire parce qu'on est presque à la fin du mois. Alors, vous prenez également la société Banro, qui était une firme canadienne, qui était dans l'exploitation aurifère et qui a fermé. Banro s'est imité, je crois. Oui, Banro a déclaré faillite sans que le gouvernement congolais n'ait été au courant. Et la société a fait aussi des transactions avec les Chinois. Et les Chinois qui sont là, on ne sait pas, est-ce qu'ils ont hérité du patrimoine de la Sokimo? Donc, ces points-là, et contrôler aussi les frontières. Regardez la fraude minière. Hein. À l'époque où il y a eu des guerres à Bunagana et consorts, savez-vous que Bunagana a été attaqué par un groupe armé? Ce n'est pas pour occuper, ce n'est pas pour une quelconque revendication, mais les entrepôts, les stockages des minerais, la cassitérite, les coltans, le wolframite, c'est à Bunagana. Et rappelez-vous qu'à l'époque, il y avait un mouvement armé qui avait attaqué Bunagana. La fraude, les vols étaient tellement flagrants et on a traversé avec des quantités de minerais importantes au Rwanda, à tel point que le CEC, le centre d'expertise, était obligé de faire le suivi jusqu'au Rwanda, qui a dû rapatrier des tonnes de minerais au Rwanda. Donc, l'exploitation minière. Et si vous regardez la guerre de l'Est du pays, sur l'aspect purement sécuritaire, vous vous trompez. La guerre de l'Est a une dimension essentiellement économique avant tout, parce qu'aujourd'hui, aucun mouvement armé de l'Est du pays ne vous donne une quelconque revendication fondée. Merci beaucoup, Président. Vous, quand vous êtes dans votre domaine là, c'est comme un poisson dans l'eau, je ne sais pas vous interrompre. Oui. Est-ce que les gens, il y a certains sceptiques qui disent, écoutez, vous fermez, vous interdisez l'exploitation artisanale, c'est-à-dire vous ouvrez une brèche pour la contrebande, vrai ou faux? Oui, je crois que là, vous me donnez même l'occasion de revenir un peu sur l'émission qui est passée sur Télé 50 et RTNC, je crois, mercredi, dans le cadre de Bendele Koyate et consorts. Mais je crois qu'il y a eu une globalisation qu'il faut rejeter d'emblée, parce qu'il y a des confrères qui sont allés jusqu'à dire que non, il faut carrément suspendre l'exploitation minière pendant une période de 3 ans. Mais je crois qu'il n'y a pas mauvaise piste que celle-là pour faire l'élu du Rwanda. Ah bon? Mais ça, je vous l'ai dit, je vais vous le dire, je vais vous démontrer tout de suite, parce que je crois que Gabi a déjà dit quelque chose là-dessus. Ça voudrait dire que prendre une mesure pareille, c'est amplifier la fraude, c'est amplifier la contrebande, et ça va faire que le minerai, parce que les creuseurs continueront toujours à creuser, ça veut dire que les minéraux vont passer de l'autre côté du Rwanda, en Ouganda. De manière frauduleuse. De manière frauduleuse. Et vous savez, il y a même un article qui est sorti par Africa Intelligence, qui est en train de dire que le Congo, Kagame est en danger parce que le Congo veut récupérer son coltan. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez l'agitations des Kagame. Oui, oui. Vous savez qu'il y a le Rwanda veut construire une raffinerie de coltan. Avec les Britanniques. Oui, mais il n'a pas de minerai pour ça. Il compte sur le minerai du Congo. Or, en même temps, il y a aussi des Congolais qui sont sûrs de projets de raffinerie au Congo, notamment CDMC avec notre ancien confrère Serge Moulumba, qui sont sûrs de projets de raffinerie de coltan au Congo. Donc, si il y a un projet pareil qui fonctionne au Congo, cela voudrait dire quoi?
que le coltan aura vraiment un marché intérieur et que les minéraux ne vont pas passer de l'autre côté. Alors, soutenir une idée comme celle-là, qu'il faut suspendre l'exploitation artisanale, donc c'est faire les lits de Kigali sans le savoir, c'est quand même, j'ai suivi l'émission, j'ai dit, mais Mouyaya peut-être est en train de couler son président de la République sans le savoir, parce que les conséquences sont très fâcheuses sur le plan économique. Aujourd'hui, combien de familles vivent de l'exploitation minière mais je crois que c'est encadré, non? Il y a il y a avec CMAP, donc il y a de l'encadrement. Aujourd'hui même, il y a ce qu'on appelle les schémas de traçabilité améliorés. C'est-à-dire que du puits jusqu'à l'entité de traitement avant l'exploitation, tout est tracé. Mais je ne veux pas dire que c'est tracé à 100%. Il y a encore des choses qui échappent. C'est ainsi qu'il faut même encourager ce qui a été recommandé au ministre des Mines, de faire un effort pour essayer de éradiquer toute cette fraude en essayant de tracer. Je vais vous dire quelque chose, je vais peut-être vous choquer. Pendant que je suis à Goma, le directeur de CMAP avait une mission conjointe avec son collègue de la province du Maniema. Ils ont fait une mission conjointe et à Luboutu et à Walikale, mais ils ont trouvé par là des Chinois qui font flotter des dragues sur des rivières qui constituent même des réserves pour la République, qui sont en train d'exploiter chaque jour, ils n'ont aucun document. Au sud Kivu, ils sont sous la rivière Ulindi où ils exploitent de l'or. En Ituri aussi, on m'a dit ça. Et dans l'ex-province orientale, ils sont à Banalia, ils sont à Pangui, et ils sont un peu partout. Comment ils ont obtenu ces documents-là et comment ils ont traversé? L'activité minière et artisanale, c'est une activité de survie. Regardez même le Katanga, où la plupart des compagnies minières sont basées. Et une mine comme Kambové, Kambové c'est une mine de la Jitamine, mais regardez des milliers de personnes qui vont pour l'extraction minière. Vous prenez les quartiers Kassoulou à Kolwezi par exemple, il y a des gens qui vivent de cette activité-là. Donc on ne peut pas faire l'amalgame et suspendre l'exploitation minière artisanale dans des zones où il n'existe aucune entreprise qui embauche les gens. C'est pousser, c'est créer une grogne sociale. Ça risque de se retrouver contre le gouvernement. C'est analyser avec beaucoup de prudence. Oui, c'est pourquoi je disais que quand je suivais ça, je lui dis, mais est-ce que Patrick Mouyaya n'est pas en train de faire couler son président sans le savoir? Parce que comme vient de le dire Gabi Kouba, ces gens ne vivent que l'exploitation minière, il n'y a aucune activité. Les activités, il y avait des activités industrielles par là autrefois, mais toutes ces grandes entreprises ont fermé. C'est ainsi que les gens qui travaillaient dans ces entreprises se sont lancés dans l'exploitation minière et le gouvernement a compris par après qu'il fallait encadrer. Et aujourd'hui, il faut dire que la République démocratique du Congo est le premier pays dans la CIRGL qui a fait des efforts très énorme en matière de traçabilité comme ça. Et chaque fois, c'est ça, il y a un problème. On essaie de faire suspecter les minéraux du Congo comme étant le minerai de sang, mais quand ces minéraux traversent les frontières, ça devient propre. Blanchiment des minéraux. Alors donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Donc, il y a là. Ça peut avoir des conséquences fâcheuses économiques très énormes qui peuvent se transformer en une révolte politique. Donc, on croit résoudre un problème, mais on va encore en ajouter. Alors, vous voyez bien, si vous avez suivi la communication du président Kagame, parce que je crois que les gens sont en train de s'affoler ici et comme ça. Le président Kagame, parlant de l'état de siège, il dit il faut que ça soit accompagné de certaines mesures. Mais ce n'est pas à Kagame de dire aux Congolais quelles sont les mesures qui doivent être apportées. Mais malheureusement, vous comprenez, les Congolais, nous ne comprenons pas. Et il y a des gens qui se sont avancés pour donner des pistes, dire non, il faut suspendre ceci, il faut suspendre l'exploitation artisanale. Ce ne sont pas des suppôts, les suppôts du Rwanda. Ce ne sont pas des compatriotes manipulés par les Rwandais. Je ne sais pas, je ne peux pas aller jusqu'à dire cela, mais je voudrais dire que peut-être de bonne foi, ils ont donné une solution, mais qui risque d'être catastrophique. Merci beaucoup. Donc, et je pense qu'en cette matière-là, le ministère des Mines a des gens autrement outillés. Vous avez Icoli, si je m'abuse, le Mabolia, ces gens-là, ça, il faut dire que
le Congo a une expertise en cette matière-là, il faudrait qu'on exploite. Donc il faudrait aussi, ce que je voudrais dire, que parce qu'il y a un lien entre la guerre et l'exploitation minière, et dans ce sens-là, le gouverneur militaire a aussi cette obligation, avec bien sûr le soutien du ministère des Mines, pour essayer un peu de voir clair dans cette... Mais il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de règlements de comptes dans cette affaire-là. On va en parler, moi. Non, je voudrais terminer par là. Oui. Vous avez vu hier, par exemple, sur WhatsApp et consorts, donc sur la toile, on a beaucoup parlé, par exemple, du président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Okay. Voilà. Mais là, les gens ne savent pas qu'il y a des problèmes qui se posent dans les Massissi. Dans les Massissi, entre, effectivement, l'empire de Mwangachuchu, qui exploite le coltan avec sa société Sembi, société minière de Bissouzou, contre la population qui a mis sur pied Copérama, oui. Et qui est avec en tête le président et comme ça. Oui. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un conflit entre la population et la CMB. Pourquoi? Parce que la CMB a acquis de manière indue un périmètre d'exploitation dans la concession des Sakima. Donc, c'est comme un butin de guerre, comme Mwangachuchu avait des relations avec le RCD et consort. Ouais. On lui a donné, donc on a amputé des périmètres. Une partie de la concession des Sakima, on lui a donné. Et aujourd'hui, et en occupant cette partie de la concession, il a même dépossédé les villageois de leurs droits et consorts. Et c'est ça le combat qu'il y a là dans les villageois se retrouvent au président de l'Assemblée provinciale. Et aujourd'hui, les gens disent que non, pour qu'il y ait la paix là-bas, il faut qu'on dépossède la CMB de cette concession, parce que cette concession appartient à une entreprise publique qui s'appelle Sakima. Merci, Moïse. C'est le périmètre 42. Les conflits datent de longtemps. Ça fait plus de 5 ans que ces conflits couvrent. D'abord, cette concession de la Sakima a été illicitement acquise par un ancien dignitaire du RCD, un ancien rebelle du RCD à l'époque. Et pendant le 1+4, comme on disait qu'on ne pouvait pas leur ravir ces concessions qu'ils ont acquises, donc tous les biens acquis illicitement par la rébellion à l'époque revenaient à leur propriété. Et leur propriété, là aussi, a mis... Mais les choses ont changé. Hein. Autre temps, autre merci. La Sakima peut toujours revenir là-dessus. Très bien. Merci beaucoup à Moïse. Merci à vous. J'aurais bien voulu que nous puissions aborder la question de la révisitation de certains contrats. Ah oui. Comment les chefs l'ont bien lancé un peu au niveau de Kolwezi. Oui. Donc, ce voyage du président n'était pas que sécuritaire, n'était pas que administratif pour réaffirmer son autorité sur l'ensemble du pays. Mais l'enjeu, c'était aussi certains contrats. Ah oui. Il a raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de craintes autour de la révisitation des contrats miniers. J'ai discuté avec un conseiller du président de la République pour me dire cette question. Il faut aller avec beaucoup de prudence parce que nous risquons de connaître une situation d'instabilité lorsqu'on essaie de s'attaquer aux multinationales. Je lui ai dit clairement qu'il n'avait pas de crainte à émettre là-dessus. Regardez le travail qu'a fait un ancien de la Gécamine. M. Raphaël Ngoyi, je pense qu'il vit en Zambie et qui dirige la plus grande mine de la Zambie avec des Congolais qu'on a chassés ici. C'est un Congolais. Et le plus âgé de cette mine-là à mon âge, c'est lui le chef de la mine. La mine de Kalumbila, c'est la plus grande mine de la Zambie. Et quand le gouvernement zambien a des problèmes de paiement des fonctionnaires de l'État, des militaires, des policiers, on recourt à cette entreprise. Et c'est qui l'interlocuteur? C'est un sujet congolais. Un ancien ingénieur de la Gécamine, de haute facture qu'on avait surnommé M. Kobalti à l'époque, a fait un travail de qualité. Et j'ai discuté avec le conseiller du président Tshisekedi pour lui dire, voilà, il ne faut pas avoir des craintes. Il y a des sociétés. Certes, on connaît comment, et à l'époque, en 2017, on a initié la révisitation des contrats miniers avec le gouvernement Kizenga Mozitu. Et c'est vrai que les gens peuvent dire, bon, c'était le verre à moitié vide et à moitié plein. Il y avait des choses certainement à corriger, mais il y avait des contrats réellement à révisiter. Ah oui, des contrats léonais aussi. Aujourd'hui, si Tshisekedi ne peut pas réviser les contrats sous les formats
du gouvernement passé, du régime passé, de son prédécesseur, comme on l'a fait, il y a lieu de voir des choses. Parce que je cite Raphaël Ngoy pourquoi. Raphaël Ngoy a fait un travail de qualité. Il vous dit, voici ce que les miniers doivent à l'État. Et ce n'est pas, on les attrape. On regarde. Il est inacceptable que les entreprises fassent des bénéfices sur les principales places boursières et qu'en RDC, on déclare les pertes. Mais l'année, par exemple, du Covid-19, l'année 2020, c'est une année record dans l'histoire de la RDC. Malgré la Covid ou le Covid. Oui, malgré le Covid. Jamais une production minière n'a été si importante dans l'histoire de la RDC. Même en termes de mobilisation des recherches ou les régies financières. Voilà, j'ai des stats du ministère des Mines, de toutes les filières. Diamant, cuivre, coltan, cassiterite, cobalt. Et le président Tshisekedi, s'il n'a pas un droit de regard sur le secteur minier, son pouvoir va continuer à vaciller. Il ne peut consolider son pouvoir en donnant le sens du peuple d'abord au peuple congolais que s'il regarde réellement le secteur minier. C'est vrai qu'il mais s'il a trouvé déjà des sites miniers qui ont été hypothéqués. Il y a lieu de corriger ces erreurs-là. Et le travail dont je parle ici montre... Mais il ne faut pas gêner les partenaires. Hein. Non, c'est pas pour gêner les partenaires. Vous savez qu'il y a des compagnies minières qui opèrent de cette façon. Elle-même est producteur. Elles-mêmes sont des productrices des minerais. Mais de l'autre côté, elles ont créé également d'autres sociétés qui achètent leur production, et ce sont ces compagnies-là qui déterminent les prix. Rappelez-vous, l'année passée ici, on a fait un travail à qui profite les cobalt de la RDC. Et la transition énergétique, je parlais sur les contrôles de Moïse, qui, en dehors des journalistes, est aussi ingénieur, passera inévitablement par la RDC. Donc nous avons des choses à offrir au monde. Et le président Félix Tshisekedi a la clé de la transition énergétique. Ce n'est pas pour rien que partout où il passe... Est-ce que nous sommes conscients de ça? Il devrait mener la diplomatie des ressources naturelles parce que c'est lui qui détient la clé. Et aujourd'hui, regardez le gisement, par exemple, de Manono. Ce n'est pas pour rien que Zoé s'était positionné comme gouverneur du Tanganyika. Manono, c'est le gisement du lithium. On l'appelle Escondida. Escondida, c'est la plus grande mine au Chili. Et aujourd'hui, on comparait la mine de lithium, qui est la plus grande mine du monde basée à Manono, parce que le lithium, c'est un produit également des substituts pour les cobalt dans la transition énergétique. C'est quelque chose de très capital. Mais regardez, les Australiens ont acquis cette mine à vil prix, 5 millions de dollars seulement. Et ils ont fait appel. 5 millions? Oui, ils ont fait appel aux Chinois qui sont entrés dans l'actionnariat. Aujourd'hui, ils travaillent ensemble. Quelle est la part de la République des Attendez, 5 millions? Oui, 5 millions. Donc si on prend les 2 millions de Bakonga, comme Akaz l'avait dit, on ajoute 3 millions. Ça fait ces montants-là. Quelqu'un peut traverser avec Yapazaville. Donc, c'est ces montants-là. Or, personne, de toutes les compagnies minières, par exemple, aucune compagnie minière n'a effectué une quelconque exploration au Katanga. Toutes les compagnies sont tombées ils sont sur les gisements de la Gécamine et oui. d'autres compagnies minières qui existaient. Et l'argent aujourd'hui, oui. le groupe Ivanhoe de Robert Friedland, Kamoa, le groupe Kamoa, qui a fait l'exploration minière. Merci. Or, lorsque vous regardez... Président Gabi. Non, s'il vous plaît. Non, on parle plus économique. On va prendre la politique. Business on va revenir la semaine prochaine. Non, pardon, je termine par là. Le business plan doit être le tableau de bord de tout investisseur. Vous regardez tout simplement, par exemple, votre intensité du capital. Si vous avez investi 500 000 $, combien vous l'avez dépensé, ça doit vous rapporter dans combien de temps. Et tout cela, toutes ces questions, le président Tshisekedi a l'occasion de les examiner et aucun minier, parce qu'il va leur dire, voici les preuves. Les preuves sont tellement accablantes que personne ne lui fera la guerre. Je vous donne une preuve. Oui. Une preuve, c'est peut-être les dernières interventions médiatiques du PCA de la Gécamine. Hein? Oui, je voulais en venir là-bas. Je voulais commencer par dire que Tshisekedi, dans les Katanga, n'avait pas tort de dire qu'il y avait des sorciers. Effectivement, il y a des sorciers. Parce qu'après les révélations de Yuma, qui sont traumatisantes, je dis. Oui. Est-ce que c'était une sorte de mea culpa ou un aveu qu'il y ait quelqu'un qui veut maintenant c'est réconcilier avec il y a des gens qui demandent à Tshisekedi des résultats dans 2 ans, alors que Yuma vous dit que toutes les ressources du pays ont été gagées. La Sicobine, par exemple. Mais il ne dit pas que c'était avec lui. Non, pas avec... Non. On sait quand est-ce que ces histoires-là... Mais moi, j'ai parlé... Alors, je vais y arriver. Je parlais avec un ancien Premier ministre. J'ai fait le voyage avec lui
Il me l'a dit comme ça, il dit, mais Serge, vous savez pourquoi nous n'avons pas conclu le PEC-D avec le FMI? J'ai dit non, monsieur le Premier ministre. Mais il m'a dit, mais il y a eu un contrat comité. Qui a signé le contrat comité? Est-ce qu'à l'époque, Albert Yuma n'était pas PCA tout puissant de la GECAMIN? Ça, c'était un. On n'a pas bénéficié. Aujourd'hui, tu sais qu'il cherche à renégocier avec les Bretton Woods. S'il vous plaît, voici quelque chose qui nous a échappé, qui a échappé à tous les Congolais. Et je l'avais écrit, malheureusement, c'est passé inaperçu. Nul n'est prophète chez lui. En novembre, on nous a réunis ici dans une salle à Kinshasa. La presse était invitée et le représentant de tous les actionnaires a déclaré qu'il avait payé 84 millions de dollars à la RDC dans les contrats Métalcol, pour les royalties de Métalcol. Après vérification, toutes les preuves existent au niveau de l'ITA. Oui. 55 millions. Mais combien d'entre nous ont posé la question à qui étaient destinés les 34 millions de différence? Est-ce que c'est une erreur? Mais attends la correction. J'attends la réponse des confrères. J'enchaîne pour dire que Yuma dit que sur base des conseils du FMI, de la Banque mondiale, on a dû gager les ressources, pensant que le multinational pouvait générer des fonds. Mais qu'est-ce que Yuma lui-même dit que non, ces gens-là, au lieu d'amener les capitaux frais qu'on attendait, ces gens ont amené des prêts. Des prêts. À de quel taux? À quel taux? Sur le dos de la GECAMIN. Donc, vous comprenez. Donc, cela voudrait dire quoi? Que même sur le plan éthique, on doit révisiter ces contrats. Parce que même les Chinois eux-mêmes, ils savent bien que même dans le cadre du contrat chinois, ils n'ont pas rempli leur part du contrat. Ils savent qu'ils n'ont pas rempli leur part du contrat. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que les Chinois doivent faire et qu'ils n'ont pas encore fait. Donc, il y a lieu qu'on révisite. Il semble que c'est repris dans les programmes de Sama. Je viens d'écrire un article là. Contrôle de minerais en République démocratique du Congo, difficile manœuvre de Tshisekedi entre Pékin et Washington. Effectivement, il se pose un problème là-bas, parce que c'est la Chine aujourd'hui qui contrôle, on peut dire, surtout le cobalt, c'est elle qui contrôle la filière cobalt. 80% de la filière cobaltifère au Congo, c'est la Chine. Et il y a aussi les Américains qui, à l'époque, avaient fait une erreur, parce que les Américains, avec Freeport McMoran, ont dû vendre la concession aux Chinois. Ce qui a consolidé la position des Chinois. Et l'autre fois, les Américains sont partis parce que le cours de matière avait chuté. Et ils ont voulu faire une affaire en se débarrassant. Et maintenant, les cours sont cycliques et aujourd'hui, ils sont à la hausse. Les Américains maintenant veulent revenir. Oui. Alors maintenant... Mais les Américains doivent revenir parce que ce sont eux qui doivent décider au niveau du conseil d'administration de la Banque mondiale. Vous voyez déjà un président... Attendez s'il vous plaît, Félix qui fait les GEDU au FMI et à la Banque mondiale, ça sera la décision chinoise, américaine, la décision française. Donc c'est un peu... c'est comme je viens de dire, Félix a la solution à main. Il faut la manager. Il faut savoir manager. C'est pourquoi je parlais de difficile manœuvre. Donc il doit savoir manœuvrer. C'est ainsi que quand vous voyez même Félix dans sa démarche, il est tenté d'utiliser même l'outil diplomatique. Il n'y a pas longtemps, il a échangé au téléphone avec le ministre, le président chinois, après avoir reçu le ministre des Affaires étrangères ici au mois de janvier. Donc, il faut arriver à trouver un certain espace où Félix va essayer de manager et les Américains il faut mettre tout le monde pour le profit du Congo. Parce que Félix aussi est en train de chercher que le Congo se retrouve juste. Parce que jusque maintenant, les deux se mènent une guerre commerciale d'abord à travers le monde qui risque de s'accentuer ici en République démocratique du Congo, mais au détriment des Congolais même. Moi je ne connaissais pas aussi analyste économique. Hein. Bon, on va quand même parler politique. Non, mais de toutes les façons, il y a Bekanga qui le sait parce qu'on a toujours eu des discussions comme ça
avec lui. Il y a l'un d'entre nous, Eric Chikouma, qui doit aller à l'Assemblée nationale comme député. Donc, j'ai dit, se retrouve un peu dégarni. Il y a un membre qui part, donc généralement, très prochainement, il faut recruter Moïse parce que Faustin Koudiassala a fait déjà son comeback. On va se séparer. Merci à vous, madame, messieurs, parce que vous avez été nombreux à suivre ces derniers numéros de votre magazine. On va peut-être prendre les réformes électorales, les réformes au niveau de la CENI. Ça sera peut-être un rendez-vous manqué pour cette session de mars. J'ai parlé hier avec un député qui m'a dit, Serge, vous savez, la majorité a basculé et que des commissions autrefois occupées par les FCC doivent aussi revenir à l'Union sacrée et il faut permettre le bureau de commission, les membres. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser l'ancienne commission PAJ majoritairement et dirigée par les FCC contrôler cette loi électorale. Non, la loi organique sur la CENI, c'est un peu ça la raison, Moïse Moussangana. Mais vous savez, nous devons guérir d'un mal. Comme le professeur Bioel a dit dans un de ses livres, le nom est parti, c'est l'ingouvernabilité. Nous devons arriver à cultiver la gouvernabilité pour ce pays. Parce que, est-ce que nous avons des institutions? Est-ce qu'elles fonctionnent? C'est ça tout le problème. Nos institutions n'arrivent pas à fonctionner comme elles se doivent. Elles sont incarnées par des hommes. Hein? Oui. Des hommes du FCC et de l'Union sacrée. Mais c'est ça, malheureusement, la situation. Parce que les institutions doivent, même si ce sont les hommes qui régentent ces institutions, mais ces institutions doivent marcher indépendamment de ces institutions. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes et des principes suivant lesquels ces institutions-là doivent fonctionner. Malheureusement, c'est ça notre mal, c'est ça notre plus grande maladie. Là, vous êtes un idéaliste, hein? Et il faut il y a des intérêts politiques derrière tout ce que nous connaissons à l'Assemblée, tout comme au Sénat, en ce qui concerne les réformes. Mais nous devons faire un effort pour devenir un pays normal. Et puis, toutes ces réformes-là vont se faire comme il se doit. Mais je crois qu'il y a la dynamique qui a été créée avec l'Union sacrée ne doit pas se limiter juste à l'installation de président de l'Assemblée nationale, présidence du Sénat, Premier ministre et consorts. Cette dynamique-là, je crois que l'objet principal de cette dynamique-là, c'est d'arriver à faire fonctionner les institutions de l'État comme il se doit. Donc, je pense que les gens doivent aller de l'avant, essayer un peu oublier, non, ça ne sert pas parce qu'ils sont toujours animés par leur motivation politique et consorts, mais je pense que, parce que tout était déjà fait, il y a eu la loi Lutundula qui est passée, on l'a débattue. Il y a des remarques, des observations qui doivent être faites. Le Tundela lui-même est passé pour défendre sa loi et sa proposition de loi et consort. Je crois qu'il faut avancer. Il faut avancer. Mais derrière la tête, parce que qui contrôle la CENI, contrôle aussi quelque peu le pouvoir. Donc, il y a ces combats-là. C'est un enjeu. Hein? Oui, c'est un enjeu. Parce que maintenant, il y a malgré toute la logique qu'il faut, mais les gens ont une arrière-pensée. Comment nous pouvons arriver à conserver le pouvoir, Sur quoi reconquérir le pouvoir. Reconquérir le pouvoir. Or, ici, quand vous voyez peut-être, ça sera peut-être l'Union sacrée pourrait peut-être boucler la boucle avec la CENI, parce qu'elle contrôle déjà toutes les institutions. La Cour constitutionnelle y comprise, qui est fondamentale pour les élections, ça on le sait. Et maintenant, il y a un enjeu, c'est la CENI qui va organiser les élections, c'est tout le monde qui tient. Mais la CENI, Moïse, contrairement à ce que vous dites, cher Gabi, la CENI n'est pas un butin pour se dire, voilà, nous sommes majoritaires à l'Assemblée, nous devons conquérir la CENI. La CENI, en réalité, devrait être un organe vraiment indépendant, ne pas pour dire l'Union sacrée, nous aurons 10 membres sur les 15. Non, c'est pas un butin oui, c'est ça malheureusement la situation. C'est pourquoi nous l'avions décrié, et nous, et vous, et l'IDPS. Hier, quand l'IDPS était de l'autre côté.
Mais aujourd'hui, l'image que ça nous donne, c'est que l'UDPS ne veut plus, pas l'UDPS, je prends tous ceux-là qui sont à l'Union sacrée, ne veulent plus que ça soit cette proposition de M. Lutondo, la vice-premier ministre aujourd'hui, une représentativité paritaire. L'Union sacrée veut maintenant retourner comme Kabila à l'époque, avoir beaucoup de membres au sein du bureau de la CENI. Je reviens après. Je ne voudrais pas me prononcer sur cette question, mais tout ce que je vous ai dit, enlevant de nos têtes l'illusion de la commission électorale indépendante. Ça sera toujours une institution fortement politique et politisée. Voilà. Mais il y a quelque chose qui m'a échappé. Par exemple, je vais me rattraper pour jeudi écho. Mais voici par exemple le travail. Quand j'ai dit que Tshisekedi a la clé de la solution à main, c'est à lui de l'activer. Je vous donne un exemple. Tout le monde a trouvé l'argument du ralentissement de l'économie mondiale, africaine et avec le Covid. Ils sont allés même quémander l'argent. Oui, mais regardez le miracle qui se déroule à la DGI. Comment expliquez-vous que depuis l'existence de la DGI, jamais un tel record n'a été atteint? C'est un homme, le DG de la DGI, je l'ai rencontré par hasard dans une manif parce que je ne le connaissais pas, on me l'avait présenté. Il est trop réservé. Et il m'a dit tout simplement, on ne blague pas avec les chiffres. Tous ceux qui sont sceptiques n'ont qu'à vérifier les chiffres. C'est la phrase qu'il a dite. Je vous donne l'exemple. Juste pour le mois d'avril. Et toutes les régies financières, depuis le début de l'année, ont déclenché une grève. Pratiquement 2 mois. Grève sèche. 3 mois. 2 mois et demi, 3 mois. Mais comment expliquez-vous qu'au niveau de la DGI, on réalise de telles performances? Les assignations étaient de 637 milliards de francs congolais. Est-ce que ce ne sont pas des assignations minorées? Non. Écoutez, je vais vous donner un exemple. J'ai parlé avec le président Katumbi. Il m'a dit, Serge, je suis arrivé à gouverneur ici. J'ai dit au patron de la DGDA, vous faites 300 millions. J'aimerais qu'à la fin du mois. Et ils sont allés jusqu'à 1 million. C'est 1 milliard. C'est ce que je veux dire par là. La DGI a fait 180% des assignations. Jamais dans l'histoire de cette entreprise, on a réalisé un tel record. Comme pour dire quoi? Pendant que nous nous plaignons de la modicité de réserve d'échange au niveau de la Banque centrale, mais regarde ce qu'une entreprise fait en 1 mois, c'est presque les réserves d'échange de la Banque centrale. Cela veut dire, si vous prenez sur le budget de l'État des 5-6 milliards de dollars que nous avons du mal à mobiliser par an, et qu'une entreprise peut faire la moitié, plus de la moitié des milliards de dollars par an, si on appuie sur l'accélérateur, l'entreprise elle-même, rien que ce service de fisc, peut produire les 5 milliards de dollars. Mais que dire des autres entreprises? Je voudrais que Tshisekedi aussi fasse ce travail, en prenant celui qui réalise des records, comme l'unité de mesure, pour dire, sous les mêmes pluies, sous la même chaleur, avec les mêmes opérateurs économiques, les mêmes contribuables, la même économie nationale, le même gouvernement, comment telle régie financière peut réaliser autant et pas les autres, parce que vous fonctionnez dans le même contexte. Et en ce moment-là, vous allez voir que les gens seront déterminés un timing, faire des suggestions, leur assigner des objectifs, et vous allez voir que la situation va changer. Merci beaucoup. Là, on l'attend au tournant et il a la clé de la solution. Vous avez souligné cette question. De par là, tous les services de l'État aussi, il y a l'argent, les individus gagnent plus que l'État. Ça ne sert à rien d'aller demander ailleurs alors que vous avez la solution. On ne néglige pas l'apport des autres, on ne néglige pas ce qui peut se passer avec l'extérieur, mais avant de compter sur les autres, comptez sur vos propres efforts. Merci. Vous comprenez la profession du... Jérôme Bonso me demande de vous dire que nous sommes en retard en termes de la préparation et de la planification du processus électoral. Nous sommes en retard déjà au moins de 11 mois. Ça, c'est Jérôme Bonso. C'est un expert. Ok, si nous ratons la mise en place du bureau... Je ne veux pas plonger dans l'expertocratie au Congo, comme ça. C'est la technocratie aussi. C'est pas l'expertocratie, mais la technocratie. C'est un technicien et puis il donne des avis techniques. Oui, je ne voudrais pas me perdre là-dedans. Mais je voudrais dire ceci, parce qu'on a vu tous ces experts-là, comment tous ces experts se sont confondus, ont amalgamé quand il s'est agi de choisir le président de la CENI autrefois. Donc, voilà, donc il y a un problème d'homme dans ce pays, il y a un problème de principe. Donc, je pense qu'il faudrait que tout le monde sache qu'est-ce qu'il veut. Ici,
le pouvoir de Tshisekedi, au début, il a été controversé parce que il y a eu ça pour les élections. Nous devons prendre l'engagement, nous tous, donc technocrates comme politiciens, que nous ne devons pas faire vivre ou donner cette image de notre pays. Donc je suis en train de penser, comme l'a dit Bekanga, qu'on va perdre le temps en voulant dépolitiser la CENI. Mais il faudrait, la CENI ne sera jamais dépolitisée. Ça, il faut les prendre comme ça. Même si l'Église vous décide. Oui. Même s'il y avait de préposés de l'Église à la tête, ça sera toujours politisé. Nous devons prendre ça comme principe. Mais comment, avec cette situation, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que, même s'il y a la politisation de la CENI, au moins le minimum soit assuré. C'est ça. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, on a clôturé l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire nous venons de boucler l'émission de la semaine. On n'a pas eu le temps de parler de ces safaris, la reprise de Moïse Katumbi pour son safari. Moïse, je rappelle, ça fait depuis hier, 2 ans depuis qu'il est rentré, il était en exil, exil forcé. Mais il faudrait qu'il assortisse son safari avec un discours, parce que jusque-là, je n'arrive pas à lire les discours de Moïse Katumbi. Il faut qu'il y ait un discours, parce qu'il veut être candidat président de la République. Et pourquoi on n'arrive pas à lire? On n'est pas pendant la campagne. Non, ça ce n'est pas un problème. Qu'on soit pas. Mais non, mais faire parler de son projet de société, ce n'est pas faire de la campagne. Non, c'est la campagne. Oui, non, c'est pas de la campagne. Donc il faut qu'il y ait un discours. Merci beaucoup. Vous pouvez l'aborder aussi. Il est très. Pardon? Vous pouvez l'aborder pour en savoir davantage. Ça ne poserait aucun problème. Merci beaucoup à Moïse. Merci à vous aussi. Cher président Gabi Kuba, vous allez saluer pour moi les membres de votre comité directeur de l'Union, mais aussi les différents présidents des différentes commissions. Je le ferai avec eux. Madame, Monsieur, on se retrouve le lundi. Je n'ai pas dit bon anniversaire à mon grand frère Michel, qui a fêté les jeudis. Non, c'était les mercredis. Mais on va fêter en famille demain samedi. Dans un format réduit ou bien élargi? Au revoir et à demain. Et à lundi prochain.